Bonsoir et bon Ramadan à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre dans votre émission. Dites-moi tout, docteur, à travers la première chaîne de télévision nationale. Toujours au Ramadan oblige, premier dimanche du mois saint de Ramadan. Les fidèles musulmans s'acquittent de l'un des 5 piliers de l'islam, notamment le jeûne. Il faut quand même dire que le jeûne doit nécessairement et obligatoirement rimer avec la santé, la bonne santé d'ailleurs, qui doit jeûner et qui ne le doit pas. Les islamologues et les hommes de science se rejoignent sur ce point pour dire que c'est seulement lorsqu'on est en bonne santé que l'on doit jeûner, mais malheureusement nous n'avons pas d'islamologues sur ce plateau, mais plutôt des hommes de la médecine ou de la médecine conventionnelle qui sont là pour nous parler un peu de ce que l'on doit faire pendant ce mois saint, notamment professeur Abdraman Djouria Diallo, hépato-gastro-entérologue qui est notre invité, et docteur Ba Amadou, diabétologue en service au CHU. Donc, mesdames et messieurs, c'est leur avis nous servirait de savoir dans quel contexte doit-on jeûner, car certaines maladies nous en empêchent, notamment le diabète, la gastrite, entre autres. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Également, docteur Ba, merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre à nos questions, quelques questions qu'on va vous poser tout à l'heure, et celle des téléspectateurs qui sera la deuxième partie. Pour nous joindre, appelez donc au 620 58 90 73. En attendant la libre antenne, on va ouvrir le téléphone plus tôt que prévu. Et nous revenons à vous, professeur et docteur Ba, juste après ceci. Retour sur le plateau du Dites-moi tout, docteur. 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment spécial Ramadan, mais on a quand même choisi quelques maladies, le diabète avec docteur Ba et la gastrite ou la colopathie fonctionnelle. Professeur Djouria va nous en parler davantage tout à l'heure. Professeur, je commence par vous. Je disais tout à l'heure que vous êtes hépato-gastro-entérologue. Et c'est une discipline qui étudie les organes et leur fonctionnement. Voilà, les organes du ventre, et les organes intestinaux, et leur fonctionnement, et voilà. Et les moyens de les soigner. Docteur Djouria, ils sont nombreux ces organes, mais nous avons retenu l'estomac, d'où la gastrite ou la colopathie. C'est là-bas ça se passe. Alors, docteur, vous allez nous dire, vous allez nous définir ces deux maladies. Qu'est-ce que c'est la gastrite? Qu'est-ce que c'est la colopathie fonctionnelle? Merci bien de l'invitation. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et d'abord, comme vous l'avez dit, le jeûne est une prescription divine, avec abstention de manger, de boire, renoncement à certains plaisirs. Alors, depuis 1439 ans, le prophète bien-aimé nous a dit que jeûnez, vous aurez la santé. Donc, ce qui veut dire que le jeûne a beaucoup de mérites, et parmi lesquels les bénéfices au niveau du ventre. En effet, le ventre, deuxième cerveau de l'organisme, après le système nerveux central, pendant le jeûne, se régénère. Il se repose toute la journée, il repousse. La muqueuse de l'estomac, de l'œsophage, des intestins repousse, donc se renouvelle. Et ce qui permet aux gastritiques et aux colopathes d'avoir une meilleure santé. D'abord la gastrite, comme vous le dites. La gastrite, c'est une inflammation aiguë ou chronique de la muqueuse de l'estomac. Mais il y a des gastrites de forme simple, il y a des gastrites un peu compliquées. Si par exemple on a ingéré du pétrole ou de la soude, ça c'est des gastrites de forme compliquée, avec complications, ne peut pas gêner. Mais simple gastrite à un stress ou à l'Helicobacter pylori, une bactérie découverte en Australie depuis 1982. Donc on peut guérir la gastrite. Donc celui qui souffre de gastrite
peut gêner, et d'ailleurs c'est son médicament. Maintenant, il y a gastrite et gastrite. La gastrite des gens qui ne veulent pas gêner, ils ont eu une gastrite ou une ulcère depuis longtemps, depuis 20 ans. Cette gastrite est guérie. Maintenant, ils ont la mauvaise foi, ils n'ont pas foi en Dieu. C'est des Yeteba ou de Diakanké. Donc, eux, ils vont dire toute la vie, j'ai une gastrite. Donc, il y a gastrite et gastrite. Une gastrite qui ne guérit jamais. La vraie gastrite guérit avec un bon traitement. Et maintenant, ceux qui passent le temps à accuser la gastrite ou la colopathie, là, c'est autre chose. Vous avez parlé de la colopathie. Alors, la gastrite associée à c'est quoi la colopathie? C'est une gastrite associée à une augmentation en longueur et en largeur du gros intestin. Là, pour qu'ils gênent, il faut un régime alimentaire que nous avons dégagé. Eux, ils ne supportent pas le manioc, le gombo, l'arachide, le beurre, mayonnaise, surtout le stress. Et c'est très important parce qu'on a dit, c'est une abstention, il y a des bienfaits spirituels. Le jeûneur ne doit pas s'énerver, il doit garder le calme, il doit être gentil. Donc, lui, quand il gêne, le corps, quand il gêne, il repose son côlon travaille moins, et on verra le régime tout à l'heure, ce qu'il ne doit pas manger, ce qu'il doit manger pour bien digérer. Docteur, j'ai vu quelque part que selon les études, selon plusieurs études d'ailleurs, les personnes souffrantes de cette maladie, où elle est donc parmi les maladies la plus gênante de la vie quotidienne d'un individu qui souffre de cette pathologie. Pourquoi dit-on cela? D'abord, 50% de la population mondiale et 47% des Guinéens, d'après nos études. Nous avons plus de 43 000 malades que nous suivons parce que c'est ce dolichocolon-là qui donne tous les symptômes bizarres, la fatigue, les douleurs musculaires, les maux de dos, ils ne supportent pas les aliments, ils ne digèrent pas, ils n'ont pas envie de manger, ils ne supportent pas les rapports sexuels et ils ont des symptômes très bizarres qui les amènent et qui sont là. Malheureusement, quand le gros intestin augmente en longueur et en largeur, le dolichocolon ne revient jamais à la normale. C'est pourquoi ce sont ces symptômes-là très variés, des symptômes, le ballonnement, la constipation, cette douleur. Surtout, il y a une forme là de ballonnement, le gros intestin ballonne, les gaz vont venir bloquer le cœur de temps en temps, et ce que j'exprime avec mes étudiants, avec mon staff, suffocation, avec impression de mort imminente. Et c'est pourquoi ils vont en cardiologie. Là, ils ne respirent pas bien. Ils ne respirent pas bien. Ils pensent effectivement qu'ils vont mourir. Ils sentent une masse dans le ventre. C'est le gaz. Vous savez, le côlon entoure comme ça le ventre. Donc le cœur est là. Il y a un angle, comme on dit, splénique. C'est quand il y a les gaz. Ça vient cogner le cœur de temps en temps. Et on a des palpitations et on a envie, on pense qu'on va mourir. Ça, c'est ce que j'appelle suffocation avec impression de mort imminente. D'accord. C'est ça qui emmerde. Avant de revenir à vous, docteur Ba, professeur Ndouria a dit tout à l'heure que la gastrite est une inflammation de la muqueuse de l'estomac. Elle peut être aiguë ou chronique. C'est lorsque c'est aigu que l'on a besoin, on sollicite l'assistance du spécialiste, n'est-ce pas? Alors, dites-nous quelles sont les causes de cette maladie, de la gastrite, mais également de la colopathie. Avant, on parlait d'acide. Il n'y a pas de gastrite ou d'ulcère sans acide. Mais depuis 1982, il y a une bactérie, un microbe qui s'appelle l'Helicobacter pylori. Mais ici, c'est le stress. Vous savez, quand on est stressé, on sécrète beaucoup de gastrine au niveau de l'estomac. Et cette gastrine-là, il y a une usine de fabrication d'acide chlorhydrique dans l'estomac. C'est cette quantité-là qui est exagérément formée et qui entraîne une inflammation. Maintenant, le stress entraîne non seulement cet excès d'acide, donc l'acidité entretient l'inflammation. C'est pourquoi, plus maintenant, les petites manifestations qui sont liées au gros intestin. Donc l'inflammation aiguë, quand on prend des aliments, par exemple des mangues, 15 mangues, on mange comme ça, ou bien des aliments acides, ça guérit en 2-3 jours. Mais si c'est une simple gastrite, c'est un petit pansement. Mais quand on est stressé, on a une gastrite chronique, c'est permanemment. Et le ventre est gonflé, en termes simples, ballonné. Il y a la douleur abdominale qui est là permanemment. Il y a le ballonnement, on ne supporte pas les aliments. Dès qu'on mange, on est rassasié. Ou bien dès qu'on mange, on a la douleur.
Donc, c'est ça le problème. C'est un peu gênant, c'est vrai. Un peu gênant. Une autre maladie a attiré donc notre attention en cette période de Ramadan. Il s'agit du diabète. Le diabète, il faut le dire, peut faire des ravages si ce n'est pas détecté à temps et si le traitement n'est pas régulier. Hein. Il y a, docteur aujourd'hui, vous êtes là, c'est pour inviter les patients, les téléspectateurs qui nous suivent à travers la première chaîne, les uns aux autres, de prendre soin de leur maladie, c'est-à-dire de circonscrire la maladie et ceux ou celles qui sont prédisposés de garder aussi une surveillance en permanence et les sujets non malades, de ne pas contracter la maladie parce qu'il y a des facteurs qui peuvent, même si on n'est pas prédisposé, qui peuvent entraîner ou qui peuvent nous conduire à être diabétiques. Docteur Ba, donc dites-nous, nous avons ici énuméré une pile de points. Pourquoi vous, médecins, vous demandez aux diabétiques de surveiller leur tension artérielle? Leur glycémie. Leur glycémie, le taux de cholestérol, tout cela. C'est vrai, merci de nous avoir invités pendant cette période de Ramadan. Oui. Et vous savez tous, pendant le Ramadan, tout le monde voudrait jeûner. Qu'on est malade ou qu'on n'est pas malade. C'est vrai, les diabétiques, logiquement, c'est une maladie chronique. Et c'est l'augmentation du taux du sucre dans le sang de façon permanente. D'accord. C'est comme ça qu'on définit le diabète. Mais à l'heure actuelle, le diabète est en progression. C'est devenu un problème de santé publique. Oui. Pour revenir à votre question, il faut mener une campagne de sensibilisation. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous sommes en train de faire à travers cette émission-là. Parce que le diabète touche toutes les personnes, tous les âges. Donc il y a le diabète de l'enfant, le diabète de l'adulte et le diabète de la femme en grossesse. Donc c'est devenu un problème de santé publique. Maintenant, les facteurs prédisposants pour lesquels il faut insister, c'est surtout il faut surveiller le poids quand on est en excès de poids. Il faut éviter de manger gras. C'est tous les points que vous allez éviter de manger gras. Et si tu es hypertendu, il faut surveiller la pression artérielle. Et il faut surveiller le taux de cholestérol. Mais en général, les diabétiques, ils vivent avec la tension en permanence élevée. Non, il y a les diabétiques hypertendus, et il y a les hypertendus qui deviennent diabétiques. D'accord. C'est des maladies chroniques. En Guinée, nous avons le programme des maladies non transmissibles. Dans ce programme-là, nous avons un paquet des maladies. Nous avons le diabète, l'hypertension artérielle, oui. Les maladies respiratoires, le cancer et le tabac. Les maladies de rein, oui. Ouais, le tabac. Donc, c'est des maladies qui ont à peu près les mêmes facteurs de risque. Donc, pour tout diabétique hypertendu, nous, médecins, on ne gère pas seulement que la glycémie. On gère la glycémie et la pression artérielle. Parce que le diabète a des complications microvasculaires, macrovasculaires, comme l'hypertension artérielle qui a les mêmes complications. Donc c'est les éléments à surveiller pour éviter à aller au stade de complication. Parce que ce que nous disons à nos malades, le diabète c'est une maladie chronique. Mais on peut parfaitement bien vivre avec le diabète. C'est pour cela, dès la découverte du diabète, quelle que soit la glycémie que le malade a, la première des choses, il faut l'hospitaliser pour l'éduquer de sa maladie, comment il pourra vivre avec sa maladie, parce que logiquement, il doit avoir une qualité de vie meilleure malgré qu'il est diabétique. Donc, il faut surveiller la glycémie, il faut surveiller la pression artérielle, il faut surveiller le tour de taille en mesurant l'indice de masse corporelle. Le poids doit correspondre à la taille. À la taille. Donc éviter le surpoids. Éviter le surpoids. Mais pas l'obésité quand même. Hein? Non, il y a certains qui naissent obèses. Oui. Parce qu'il y en a dans les familles, ils sont tous obèses. Mais même s'ils sont obèses, il y a les mesures hygiéno-diététiques qu'il faut adopter. Il faut manger léger, il faut avoir l'activité physique. Il est recommandé d'avoir 30 minutes d'activité physique 3 fois par semaine.
Alors, docteur, vous parlez de pratiquer l'activité, l'exercice physique. Avec le ramadan, qu'est-ce qu'il faut faire? Et avec le manque d'infrastructures, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, avec le ramadan, déjà, pour préparer le ramadan, logiquement, nos malades doivent venir nous voir 3 mois avant le ramadan. On fait l'évaluation clinique de sa maladie, l'évaluation de l'éducation de ce qu'il mange et ce qu'il doit manger, ce qu'il ne devrait pas manger. Et on revoit son traitement parce qu'il y a des médicaments qui entraînent l'hypoglycémie pendant le ramadan. Pour adapter ce traitement-là, on fait l'hémoglobine glyquée, voir la moyenne des glycémies depuis les 3 derniers mois. C'est vu tout ça qu'on peut se prononcer si ce malade-là doit jeûner ou il ne doit pas jeûner. Parce que la pratique du jeûne de Ramadan... Est-ce qu'il y a un risque, justement, est-ce qu'il y a un risque pour les diabétiques de jeûner ou de ne pas jeûner? C'est vrai, la pratique du jeûne, le risque potentiel de pratique du jeûne pour un diabétique, nous avons l'hypoglycémie. Ça veut dire que quand tu jeûnes, le taux de sucre va beaucoup baisser. Et quand le taux de sucre baisse de trop, tu as la transpiration, tu trembles, tu as faim. Et dès que cela t'arrive, il faut couper le jeûne. Parce que dans la prise en charge du diabétique, on a un volet éducationnel. Dans ce volet-là, on te dit les signes et les corrections d'hypoglycémie quand l'hypoglycémie t'arrive. Parce qu'il y a des médicaments qui peuvent induire l'hypoglycémie. Et du fait de jeûner toute la journée, 10 à 12 heures ou à 20 heures, ça aussi... Ça peut entraîner autre chose. Ça peut entraîner l'hypoglycémie, surtout si tu mènes une activité physique pendant cette période-là. Donc, le deuxième risque, c'est l'hyperglycémie. Ton taux de sucre peut augmenter trop, 2 à 3 grammes. Et il y a les signes qui vont se manifester. Tu commences à boire beaucoup d'eau, tu es fatigué, tu es vraiment lassé, tu ne peux rien faire. Et tu urines, fréquemment, tu bois beaucoup. Dès que cela t'arrive aussi, c'est un risque potentiel de la pratique du jeûne. Et nous avons la déshydratation. C'est la période de grande chaleur. Quand tu jeûnes, si tu ne bois pas d'eau toute la nuit, à partir de la rupture jusqu'à l'aube, le dernier repas, on conseille aux malades de boire beaucoup d'eau pour éviter cette déshydratation-là. La déshydratation peut entraîner la syncope et la thrombose. Donc, c'est les risques potentiels de la pratique du jeûne chez les diabétiques. Mais il y a les recommandations internationales qui a catégorisé les diabétiques à 3 risques. Lesquels? Nous avons le risque très élevé, les malades à risque élevé et les malades à risque faible ou modéré. Normalement, les malades qui sont à risque très élevé ne doivent pas jeûner. Ces risques-là, c'est quoi? Comme je l'ai dit, le risque potentiel déjà de pratiquer le jeûne de Ramadan. Nous avons l'hypoglycémie sévère dans les 3 derniers mois avant le jeûne de Ramadan. Donc les malades qui ont eu des séries d'hypoglycémie récurrentes avant le Ramadan, ils ne devraient pas jeûner. Les malades qui ont eu des comas, ce qu'on appelle le coma acidocytosique, glycémie très élevée avec respiration ample, parfois c'est le coma, avant le Ramadan, ils ne devraient pas jeûner. Nous avons le diabète de type 1. Le diabète de type 1, c'est le diabète sous insuline. Ils ont des insulines, un traitement intensifié à base de l'insulinothérapie. Et nous savons l'insuline, c'est une hormone qui a pour rôle de baisser le taux de sucre. Le taux de sucre dans le sang. Et quand tu prends l'insuline, tu ne manges pas le jeûne, tu n'es pas obligé, tu ne dois pas manger de l'eau jusqu'au coucher du soleil. Tu prends ton insuline, tu as une activité physique, c'est une hypoglycémie assurée. Donc là, tu es à risque très élevé, logiquement, tu ne dois pas jeûner. Nous avons certaines infections, les femmes en grossesse, diabétiques en grossesse, ils ne devraient pas jeûner. Donc cette catégorie de risque très élevé là, d'après les recommandations internationales et les autorités religieuses, ils ne doivent pas jeûner. Donc nous avons les risques élevés aussi. C'est des hyperglycémies modérées, mais quand tu fais la moyenne des glycémies, l'hémoglobine glyquée autour de 9%. Nous avons les personnes qui ont des comorbidités, des complications vasculaires,
ou les personnes âgées vivant seules qui ont un traitement à base de l'insuline, quand il fait l'hypoglycémie, il n'y a personne qui puisse l'aider, ça peut être fatal. Donc, ces risques aussi élevés, eux, ils ne devraient pas gêner. Maintenant, les malades à risque faible, c'est-à-dire qui ont un diabète contrôlé à travers le régime seul, ou qui ont un diabète bien contrôlé à travers un traitement à base de la metformine, un comprimé matin, un comprimé soir, peuvent se permettre avec surveillance médicale. Donc, dans l'un ou dans l'autre cas, il faut une surveillance. Vous avez vu, il y a une tolérance religieuse derrière. Et malgré cette tolérance religieuse-là... On devrait normalement avoir un islamologue ici pour partager aussi son point de vue par rapport aux gens. Qu'est-ce qu'il faut qu'on l'interdise de façon brutale qui ne doit pas gêner. C'est vrai. Mais il faut passer par ces arguments. Surtout pour cette raison-là, il y a eu cette stratification des risques. Ce qui devrait gêner, ce qui ne devrait pas gêner. Peut-être avec les arguments-là, on peut dissuader certains qui ne doivent pas gêner. D'accord, pour éviter la mort, hein? Parce que si on peut l'éviter, il faut l'éviter. Docteur, professeur Djouria, on a parlé de la gastrite tout à l'heure, vous l'avez défini, et puis de la colopathie. Rappelez-nous un peu les facteurs, les facteurs de risque de cette maladie et les personnes à risque. Mais également, c'est les trois questions que j'enchaîne en même temps pour ouvrir le téléphone, pour permettre aux téléspectateurs les symptômes également. La première catégorie des gens qui posent le diagnostic de gastrite à partir du piment, ou bien qui disent que mon grand-père avait la gastrite, je ne peux pas gêner. Bref, ceux qui ne veulent pas gêner. Sinon, la gastrite n'est pas compliquée. La gastrite, il faut, avant le ramadan, il faut consulter un spécialiste, avoir un bon traitement, suivre le régime alimentaire que nous donnons à nos malades. Et maintenant, s'il y a des gastrites liées à d'autres infections, par exemple, il y a des cancers avec gastrite, il y a des ulcères avec gastrite, il y a des gastrites compliquées, par exemple, quelqu'un qui a ingéré du pétrole, de la soude caustique, donc il y a une fibrose, il y a une sténose, une complication future, il ne peut pas gêner. Maintenant, les colopathes, il y a des colopathes à qui on a coupé le gros intestin, une partie du gros intestin, une hémicolectomie. À partir de la chirurgie, quoi. Oui, la chirurgie, et pourtant, ce n'est pas recommandé. C'est pas recommandé. C'est pas recommandé au niveau international par l'Organisation mondiale de la gastro. Donc, ceux qui ont eu une hémicolectomie ou ceux qui ont des problèmes très énormes, vraiment stressés, eux, ils n'arrivent pas, ils ont des dolichocolons qui sont là et ils ne supportent plus depuis des années, ils ont la douleur. Eux, vraiment, ils ne peuvent pas gêner parce qu'ils ne supportent pas les aliments. Dès qu'ils mangent, ils sont ballonnés ou bien ils sont constipés. Il y a des gens qui ont ou ils font la diarrhée aussi, hein? Ouais. Ils font la diarrhée aussi quand ils mangent certains aliments. C'est l'alternance diarrhée-constipation, la colopathie. Mais il y en a qui ont la constipation de 20 jours jusqu'à un mois. Donc eux, ils font des vertiges, ils ont leur abdominal, ils ont des problèmes. Donc psychologiquement, ils sont au bord de la folie. Et sinon, la gastrite, ça guérit, nous traitons nos gastritiques. Et je l'ai dit ici une fois, nous traitons mieux les gastrites, les ulcères à Conakry qu'à Paris. Je l'ai dit parce que... Oui. Je l'ai dit vous êtes passé plus d'une fois dans cette émission. Parce que nous avons dégagé non seulement le régime alimentaire, mais il faut parler avec ces malades, il faut trouver le stress et l'éliminer. Une fois que vous éliminez le stress, il y a le régime, j'ai donné les aliments. Il y a des aliments qui peuvent supporter. Les aliments, normalement, le matin, ils prennent du café, pas de beurre, pas de mayonnaise, mais un peu de fromage, ou bien du miel, ou bien corned-beef, comme on dit, de poulet. Surtout le miel. Le miel est recommandé. C'est recommandé, c'est dans le Coran. C'est Dieu qui le recommande. Et à midi, ils prennent une soupe sans manioc, sans igname, les feuilles de patates, sans gombo, et le soir manger. En fait, le colopathe déjeune comme un prince. Il prend le petit déjeuner de prince, le déjeuner de roi et le dîner de pauvre. À 19h, la bouillie. Un petit peu.
Oui, de riz local, comment je sais pas, le riz non étuvé, la langue nationale, et c'est très bien, on verra dans le jeûne, quand le colopathe jeûne, c'est qu'il va prendre, il coupe avec ça. Aujourd'hui, on va ouvrir le téléphone plutôt que prévu. La régie peut nous balancer le numéro directement, le 620 58 90 73. Je crois qu'il y a des centaines de personnes qui voudront peut-être poser des questions, des patients qui souffrent de la gastrique, de la colopathie et du diabète également. Le 620, donc, le numéro est déjà affiché. Docteur, vous parliez des symptômes de la maladie, non? Les facteurs de risque. Du régime, maintenant, on va parler du régime. Qu'est-ce que le colopathe qui doit manger quand il doit jeûner? Quand il jeûne, c'est son médicament. Même les gens qui ont l'ulcère peuvent gêner. Donc, d'abord, c'est le stress. Nous avons dit que quand le stress diminue, vous diminuez la production de l'acide dans l'estomac. Et quand le stress, le côlon, quand vous êtes énervé, vous êtes stressé, le côlon gonfle. Et quand il gonfle, vous avez des douleurs au dos, les flancs. Donc, beaucoup de gens consultent en neurologie. Donc, ils mangent, ils évitent les aliments que nous avons dégagés là. Et le jeûneur, il doit couper. Il ne doit pas couper avec du guignan ou je ne sais pas quoi. Ou des boissons fraîches. Boissons gazeuses. Il va couper avec une date. C'est recommandé par le prophète bien-aimé. Et donc, 1 ou 3 dates. Cette date-là va travailler au niveau de la salive. La salive là va donner la psyalline, le mucus, pour bien mastiquer les aliments. Mais surtout, la date où le verre d'eau va ouvrir le sac gastrique. Quand on jeûne ou quand on ne mange pas, le sac est fermé. Donc, quand vous faites la rupture, vous prenez une date ou un verre d'eau. Ne brutalise pas le corps. Avant la prière. Donc, il faut manger quelque chose. C'est recommandé 3 dates. Mais un verre d'eau, ou même si c'est... Ou du lait. Ou du lait demi-écrémé. Parce qu'il ne supporte pas le lait entier. Non seulement vous allez préparer la mastication par la salive, mais vous allez ouvrir le sac gastrique avec sécrétion des enzymes. Dieu a mis des enzymes dans le tube digestif. Ce sont ces enzymes-là qui vont digérer les protéines, la viande, les sucres, les lipides. Donc le sac va s'ouvrir et les enzymes seront sécrétées. Dès que l'aliment, après la prière, vous mangez, vous allez bien digérer vos aliments. D'accord. Bon, l'appel est parti, allez-y. Je peux continuer. Donc le colopathe doit rompre son jeûne avant la prière. Ne pas inonder. Dès qu'il prie, ne pas manger, remplir son estomac. Comme le prophète Mohammed a dit, il faut prendre un tiers, diviser l'estomac en 3. Un tiers l'aliment, un tiers l'eau, un tiers l'air. Mais l'air là est déjà là-dedans, c'est la poche à air gastrique. Donc vous mangez un peu, vous prenez un verre d'eau, vous allez à la prière. Vous revenez à 21h, vous mangez, vous vous rassasiez. Mais à 4h, 4h30, absolument, il faut manger quelque chose. Prendre une tasse de café, et comme il l'a dit, il faut prendre de l'eau, suffisamment d'eau à 4 heures et ne pas manger un seul repas à 19h, à 21h, à 4 h du matin, selon vos possibilités, mais ce n'est pas recommandé. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Bonsoir, messieurs. Oui, ça va? Très bien. Votre nom et d'où vous nous appelez? C'est la tête. D'accord. Vous avez une question pour les invités? Allô? Allô? Bon, on ne comprend pas ce qu'il dit. On va prendre notre appel. Docteur, on a demandé les diabétiques doivent surveiller leur tension artérielle, faire un examen de routine en permanence. Et un examen de routine, pas en permanence, un examen de routine, alimentation saine et équilibrée, et faire de l'exercice physique, éviter l'obésité, le surpoids, les facteurs génétiques, faire une surveillance aussi également. Nous allons prendre ce autre appel. Allô? Allô? C'est parti. Docteur, professeur
un colopathe, qu'est-ce qu'il doit faire le matin, le petit matin? Il ne doit pas trop manger à 4 heures, pour assurer la journée. Oui, à 4h30. Il doit manger ce qu'il gagne. Hein. Mais pas beaucoup. Là, il peut se rassasier. Hein. D'accord, pour assurer toute la... Pour assurer. Parce que c'est la déshydratation. D'accord. Hein. Voilà. Très important, prendre assez d'eau. Voilà. Docteur, pendant ce mois de Ramadan, vous avez dit qu'il faut préparer les malades avant, 3 mois avant. Bon, cette année, comment ça a été? Il y a eu un engouement pour les contrôles. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, cette année, il y a eu beaucoup d'engouement. Malheureusement, les gens sont venus à 2 jours avant le début du Ramadan. Donc pour les consultations, c'était vraiment énorme. Vous étiez débordés donc. C'était très énorme. Mais malgré tout, on a pu s'en sortir. Assuré. Parce que les diabétiques, en général, les diabétiques qui viennent nous voir, c'est des diabétiques éduqués. Ils savent leur diabète. Déjà préparé. Déjà préparé. Parce que l'année dernière, avec la Fondation Diabète et le service de diabétologie, dirigé par le professeur Nabi, on avait eu des séries de formations et d'ateliers avec les religieux et nous, les professionnels de la santé, et avec les malades. Et on a débattu ce problème de diabète et Ramadan. Et c'est ce que j'ai dit tout de suite là. Tout est codifié dans le Coran. Il y a le manque d'information. Seulement. Seulement. Parce que Dieu dit, c'est le Ramadan, c'est une prescription divine obligatoire pour tout musulman adulte qui en a les capacités de le faire. Surtout s'il est en bonne santé. D'accord. Nos diabétiques, ce que nous les conseillons surtout, ceux qui pratiquent le jeûne, à travers les risques que j'ai énumérés là. Docteur, il y a quelqu'un qui a mis allô? Allô? Bonsoir. Oui, aujourd'hui, c'est spécial Ramadan. On donne plutôt l'opportunité aux téléspectateurs de poser. Oui, monsieur. Comment vous appelez? D'où vous nous appelez? Je m'appelle Mambo de Kaba, je m'appelle depuis. De? Vous nous appelez d'où? Depuis Kipé. Kipé, d'accord. Oui, allez. Vous avez une question pour nos invités? Oui, moi j'ai une question. Moi j'ai un problème. D'accord, lequel? Bon, à chaque fois que je fais le petit déjeuner vers 4 h du matin là, bon, le matin vers 10 h, 11 h là, donc il y a toujours des bruits au niveau du ventre. D'accord. Mais je ne fais pas de diarrhée, mais chaque fois que je fais ça, donc il y a des bruits au niveau du ventre. Bon, mais quand même, je ne fais pas de diarrhée. Oui, j'ai compris la question. Bon, il a compris, hein, le spécialiste est là. Oui, monsieur, je pense que vous programmez très mal le repas. Certainement, vous faites la rupture avec du yin-yang. Non, non, bien vous remplissez. Attendez, vous savez, les liquides s'éliminent en 30 à 1 heure. Les sucres à 2 heures. Mais les aliments riches en graisse ou trop sucrés augmentent la viscosité au niveau de l'estomac. Donc s'il remplit son estomac à 19 heures, jusqu'à 1 heure du matin, 2 heures du matin, après 6 heures, la digestion n'est pas encore terminée. Donc s'il mange à 4 heures, déjà la digestion n'est pas terminée, il faut qu'il coupe, lui doit être colopathe, il doit avoir une gastrite. Il faut qu'il mange un peu au crépuscule, il coupe un peu, il ne remplit pas l'estomac, il va faire la prière, il revient, il mange, mais il doit se méfier du manioc, gombo, le régime que nous avons cité. Mais à 4 heures, s'il doit manger de riz, il ne doit pas manger trop de riz, il doit manger modérément. S'il a déjà mangé du riz à 19 h et à 21 h, s'il ne doit pas manger beaucoup de riz à 4 h du matin. Il faut qu'il revoie son régime alimentaire et les aliments. Qu'il évite les jus ou bien les aliments trop riches en graisse. Parce que les aliments là sont éliminés à l'estomac à partir de 6 h. Donc, vous voyez, s'il mange, il remplit tout son estomac la nuit. Donc, et surtout les boissons énergétiques, les 3XL. Non, il y en a plein, de boissons énergétiques. Oui, docteur Ba, vous avez envie de rajouter quelque chose? Oui, pour les diabétiques, spécifiquement pendant cette période de Ramadan, l'alimentation est répartie entre le souhour, la rupture, l'iftar, et le déjeuner de l'aube. Ils doivent avoir 2 à 3 repas quand même.
Ils font la rupture avec quoi? Comme l'a dit le professeur Duria, il faut commencer par un liquide, soit c'est de l'eau, soit c'est du lait. Après, rajouter 1 ou 2 dards. Parce que les diabétiques, pendant la période du jeûne, à la fin, ils se trouvent en hypoglycémie. Donc les dards, c'est des sucres. Ça augmente un peu le taux de sucre avant de couper. Maintenant, ils coupent avec un repas avec des féculents. Parce qu'il y a des sucres, mais c'est à libération prolongée. Et il doit prendre un fruit après chaque repas. Et puis, il doit s'hydrater beaucoup la nuit, 1 à 2 litres d'ici. Depuis le petit matin. Mais le problème spécifique chez le diabétique, il doit prendre son repas de sourd, c'est-à-dire le repas de l'aube, le plus tard possible. Vers 3h30 comme ça? Non, non, pas plus tôt. Plutôt plus tard. Plus tard. Mais on a dit on doit couper jusqu'à 5h13. Oui, jusqu'à 5h13. Donc 4h, 5h moins le quart. Parce que les diacangués, vous êtes ça, ils vont et moi jusqu'à 6h. Donc, il y a certains malades qui disent, ah, moi, une fois que je mange à 0h, c'est bon. C'est pas bon. Il y en a qui ne mangent pas aussi, ils ne supportent pas le ventre. Allô? Allô? Voilà. Donc nous encourageons les légumes, beaucoup de légumes aussi. De fruits aussi. De fruits. Professeur, vous dites qu'il faut nécessairement manger le petit matin à 4 heures. Il y en a qui ne supportent pas. Ils prennent un verre d'eau, ils prennent de l'eau. Il faut boire quand même. Hein. Il faut boire, mais je pense qu'une tasse de café, du thé, ou du lait demi-écrémé. Demi-écrémé. Parce que 60% des Africains ne supportent pas le lait entier. Mais le colopathe ne supporte pas le lait entier. D'accord. Donc le monsieur qui va appeler tout à l'heure, certainement il prend du lait, parce qu'il y en a aussi qui prennent le lait. Donc il faut qu'il revoie. Donc, mais c'est très important, et comme il l'a dit, le docteur Ba, il faut prendre un fruit. Les fruits, surtout les gens constipés. Quel genre de fruits vous recommandez, docteur Ba? C'est le diabète, c'est les fruits simples. Une orange, une orange après chaque repas, ou une banane, ananas, une pomme. D'accord. Si c'est Chez nous, non, ils ne supportent pas toutes les bananes. Voilà. Chez nous, ce soit la papaye, pastèque, ananas. Et si ce n'est pas la période, professeur, on fait quoi? Orange? Bon, si l'orange est douce, si c'est amer, c'est pas bon. Les gens ne supportent pas l'orange amer. Donc c'est très important. Et si c'est du jus d'ananas, non glacé, mais de l'eau un peu fraîche. Et jus de fruits nature? Oui. C'est bon. Nature. Voilà, c'est juste. Ananas, pas de mangue aussi. Les gens ne supportent pas le mangue. Et il faut se méfier aussi des mangues actuellement bouillies. Ça réveille les colopathies actuellement. Les mangues bouillies là, avec huile ou non huile rouge, ça réveille. D'accord. Allô? 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 Docteur Ba, qu'est-ce que vous recommandez à ceux qui nous regardent pendant ce mois de Ramadan, qu'ils soient diabétiques ou non, ou prédisposés? Mais avant hein, aujourd'hui, on donne la latitude aux téléspectateurs. Hein. Allô? Allô? Oui, Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, comment vous allez? Allô? Bon, vous pouvez continuer, c'est parti. Ce que je recommande, surtout aux diabétiques qui jeûnent, c'est de ceux qui ont des traitements à base des comprimés metformine qui ne créent pas l'hypoglycémie. S'ils ont 2 comprimés à prendre, qui prennent le dernier le comprimé dès après la rupture. Quand ils ont fini de manger, ils prennent leur comprimé. Et s'ils veulent pratiquer l'activité physique, qu'ils le fassent après la rupture du jeûne. Il ne faut pas faire l'activité physique avant la rupture. Pendant qu'ils sont à jeûn. Déjà, sinon le risque potentiel, c'est l'hypoglycémie. D'accord. Et il faut encourager de prendre les légumes, beaucoup de légumes la nuit, et boire beaucoup d'eau surtout, parce que je l'ai dit, on est dans une période de chaleur. On avoisine 32 degrés, 33 degrés, et quand tu gênes, la chaleur, c'est la déshydratation. Donc il faudrait beaucoup boire la nuit. D'accord. Oui. Allô? Allô? Oui, bonsoir Bonjour, madame. madame. Oui, comment vous allez? Allô?
Bon, malheureusement, les gens appellent. Professeur, vous recommandez quoi aux colopathes de jeûner dans le calme, couper avec une date ou un verre d'eau, manger à 19 h après la prière, soit la bouillie de riz local ou ce que vous appelez l'afidi ou fouti avec le riz tuvé, sans gombo, manger à 21 h à sa faim, prendre quelque chose à 4h30, garder le calme, ne pas cracher. Le jeûneur ne doit pas cracher. Les crachats représentent 1,5 litre de liquide de l'organisme. Quand vous crachez, non seulement vous perdez de l'eau, vous serez déshydraté, fatigué, et vous allez contaminer l'entourage si vous avez la tuberculose ou d'autres maladies pulmonaires. Ne pas cracher, ne pas dormir. C'est recommandé de faire une activité, mais ne pas commencer une activité forte pendant le ramadan, pendant le jeûne. Donc, de faire une activité normale, ne pas dormir, au lieu de discuter sur Barça et Real, lire le Coran, le comprendre, l'appliquer, être gentil. Professeur, ça distrait aussi. Hein? Oui, mais non. C'est une prescription, on te dit. Le Coran est descendu pendant ce mois, il faut l'étudier, il faut le comprendre, surtout l'appliquer. Moins de rancune, moins de haine, moins de stress. Et cela est très important au cours du jeûne du mois de Ramadan. Voilà, et le professeur, lui, il dit, on ne raconte pas n'importe quoi. Hein. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Votre nom et d'où vous nous appelez? Mamadou Pété Diallo, je vous appelle de Ata. Monsieur Diallo, nous vous écoutons. Je voudrais demander à vos invités si pendant ce ramadan, un patient qui a la gastrite, on le gère avec le Ginjam. Ça a été dit. Certainement, je l'ai dit. Non, il est Diallo, il a dit. Bon, c'est votre frère. Ne prenez pas le ginjam ou bissap. Ne prenez pas du sirop ou du jus. Le sucre, beaucoup de sucre inonde l'estomac. Beaucoup de graisse inonde l'estomac, augmente la viscosité. Ça va rendre votre digestion très difficile. Prenez de l'eau simple, non glacée. Coupez avec la date ou le verre d'eau. Coupez, mangez de ce que vous appelez la bouillie de riz locale, maro sogera ou c'est pas rosa, et ou alors si vous prenez autour de la bouillie de riz, demain vous prenez fouti ou lafidi comme on le dit, et avec l'huile rouge, un peu de gingembre, pas de, si le sumbara vous donne la diarrhée, vous laissez sinon un peu de, mais pas de gombo. Pas de solutions sucrées. Les solutions sucrées sont à éviter, sont à proscrire, même si on n'est pas colopathe. Il ne faut pas remplir l'estomac dès le premier coup. Vous le remplissez, vous l'étranglez, il ne pourra plus digérer comme ça se doit normalement, dans le temps imparti. D'accord. Il ne nous reste pas assez de temps. On va prendre... Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Rapidement, on n'a plus le temps. Madame. Oui, madame, excusez-moi. Votre nom et d'où vous nous appelez? Allô? J'ai une question pour M. Ba. D'accord, rapidement, madame, on n'a pas le temps. Si on dit à l'hôpital que ta glycémie à 1,56, est-ce que tu as la diabète? Bon, c'est son inquiétude, hein? Oui, elle a raison. Elle a raison de poser la question, d'accord. Ça dépend à quel moment sa glycémie a été prise. Dans les critères de définition de diabète, c'est quand tu as une glycémie à jeun supérieure à 1,26, après 8 heures de jeûne, supérieure à 1,26, 2 reprises, on peut dire que tu es diabétique. Ou tu as une glycémie aléatoire prise dans n'importe quel moment de la journée, qui est supérieure à 2 grammes, avec signes cliniques de diabète. Tu bois beaucoup d'eau, tu urines, tu es fatigué. Là, on peut dire que tu es diabétique. Pour le cas de madame, je ne sais pas dans quelles circonstances ça a été prise, mais elle n'a qu'à venir nous revoir à jeun, de façon tranquille. On va confirmer ou infirmer son inquiétude. Je crois que c'est fini, on doit clôturer, mais moi je voulais prendre ce temps. Allô?
Allô? Allô? Oui, rapidement. Vous avez une question? Oui. Allez-y. Oui, messieurs, allez-y rapidement. Bon, vous avez une question à vous donner? Oui, posez-la vite, on a fini. Est-ce que quand on mange le matin, Oui. après la prière, tu veux continuer? Quand on mange le matin, on fait quoi? Quand on mange le matin, après la prière, tu veux, est-ce que tu peux continuer? Bon, je crois que... Après la prière de l'aube, Non, quand il non, mangeait, il peut continuer à gêner. Vous ne pouvez pas continuer. Moi, je crois que les derniers mots, très rapidement, on a fini, on est pris par le temps. Allez-y, Docteur Ba, j'ai rapidement. été très heureux d'être à ce plateau de la RTG Coloma pour participer à cette émission. Dites-moi tout, docteur, que je suis tous les dimanches. Et c'est une émission de sensibilisation de la population. Parce que le diabète est une maladie de tout le monde maintenant. Ce n'est plus une maladie des nantis, c'est une maladie de tout le monde. Et à travers cette émission, j'espère que la population prendrait de bonnes mesures pour éviter d'être diabétique. Très bien. Professeur, rapidement. Évitons de définir la gastrite quand on ne supporte pas le piment ou bien l'ignorance ou la mauvaise foi. Quand vous avez une gastrite, venez nous voir, on traite la gastrite et le gastritique ou le colopathe, le jeûne est fait pour eux. Vous jeûnez, vous aurez la santé et respectez le régime qu'on vous prescrit et jeûnez tranquillement et vous aurez la santé et les bénédictions de Dieu. Merci à madame. Moi, je vous remercie également, professeur Abdraman Djouria Diallo, hépatogastro, entérologue qui est notre invité de ce dimanche, le doyen de cette émission. Il est passé plus d'une fois et c'est votre première invitation, docteur Ba Amadou, diabétologue. Il est Diallo maintenant. Alors, vous acceptez? Non. Non, pas du tout, donc, professeur. Donc, merci d'avoir accepté respectivement cette invitation de répondre à nos différentes inquiétudes et celles des téléspectateurs. Merci, bon Ramadan à tous les musulmans de la Oumma, à tous les travailleurs de la RTG, surtout à l'équipe technique du dimanche de la régie du Nodal. Et merci également à toute ma famille, surtout à ma maman. Bon Ramadan à tous. Merci et à très bientôt. Merci. Merci, j'espère que ça sera Restons.